Djihadisme, pédophilie, drogue, blanchiment d'argent. Voici ce que l'on peut trouver sur les darknets. Nous allons plonger aujourd'hui au cœur d'un réseau qui ne veut pas qu'on le trouve. Une enquête de Thierry Rivière et Béatrice Renamari. C'est quoi cette intro là, Bernard de la Villardière là? T'as vraiment plus aucune éthique depuis que t'es dans le YouTube jeu. Oh, il est trop bien lui! On dirait trop qu'on va rentrer dans un truc caché, trop chaudard. Ouais, bah faut bien tirer le chaland, hein. Je vous ai fait peur, c'était le but. En fait, on peut dire tout bêtement que les darknets sont les réseaux qui ne sont pas accessibles publiquement. Dans cette première partie, qui leur sont consacrées, nous allons voir le fonctionnement d'Internet en lui-même, mais aussi celui du réseau anonyme le plus connu, Tor. Internet est aussi appelé le réseau des réseaux. Un réseau peut être défini comme un ensemble de machines reliées entre elles. Internet, c'est donc plusieurs réseaux mis en commun. Pour simplifier le truc, prenons votre fournisseur d'accès Internet. Quand vous souscrivez à Free, Orange ou SFR Numéricable par exemple, l'opérateur vous permet d'accéder à son réseau. Ce réseau est interconnecté avec d'autres réseaux d'opérateurs. Ainsi, si vous êtes abonné à Free, vous pourrez via ce réseau communiquer avec un abonné d'Orange. Ce que l'on appelle la box d'un opérateur est en réalité un routeur qui permet de par sa configuration de vous identifier et d'accéder au réseau de l'opérateur. En fait, cette box, c'est une sorte de porte qui permet de rejoindre le réseau de l'opérateur. Cet opérateur a passé des accords avec d'autres opérateurs pour pouvoir connecter leurs réseaux entre eux. Ah, c'est beau le web quand même, hein. C'est vachement bien foutu. Mais c'est pas vraiment le web. Le web, c'est une partie d'Internet au final. Dans vos câbles Ethernet transite une quantité astronomique d'informations. Et seule une partie de ces informations sont des flux web. Par flux web, j'entends tout ce qu'on dit, les flux HTTP, c'est un protocole. Et donc l'affichage de pages internet, comme par exemple YouTube, Facebook, Twitter, etc. Mais il existe d'autres flux, comme on va dire des flux d'administration pour administrer des machines, des flux de jeux en ligne, comme pour jouer, je sais pas, à Doom ou World of Warcraft. Là pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur un exemple de serveur web, on va dire le serveur de Google. Un serveur est une machine qui va délivrer un service, comme afficher une page web, diffuser de la musique ou bien de la vidéo. Comparé aux machines possédées par les particuliers, un serveur se doit d'être toujours en ligne et disponible. Un serveur va être continuellement en attente de nouvelles instructions. On dit qu'il va écouter. Il écoute pas n'importe où. Comme j'ai dit avant, il existe différents flux qui vont passer dans vos câbles. Chaque flux va transiter sur ce qu'on appelle un port différent. Le port, ça va juste permettre une identification de ce flux via un numéro. L'ICANN, ou l'Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, a défini le port numéro 80 pour le flux HTTP. Attention, ça veut pas dire qu'il est impossible de faire passer un flux HTTP sur autre chose qu'un port 80. On a juste défini que c'était via ce port-là. Mais il est tout à fait possible de le faire passer sur un autre port, genre 80-80 ou 42-24, des choses comme ça. Revenons à notre serveur web de Google. Ce serveur va écouter tout ce qui lui arrive, mais sur le port 80. Donc c'est comme si le serveur était en fait une grosse maison avec plein de portes différentes portant un numéro. 65 536 portes exactement, puisque le numéro du port est codé sur 16 bits. Dans cette maison, seules les personnes se présentant sur la porte numéro 80 pourront entrer. Quand vous rentrez google.fr sur votre navigateur, un message va être envoyé vers le serveur de Google via votre ordinateur. Ce message va transiter depuis votre machine vers votre box, qui va ensuite router le message à travers le réseau de l'opérateur vers le serveur. Bon, puisque vous ne disposez pas d'un câble direct entre vous et Google, le message va passer par plusieurs endroits ou plusieurs routeurs via un chemin déterminé comme étant le plus court possible. Ainsi, votre message va passer de votre box au routeur de votre quartier, puis au routeur central de votre opérateur, qui va ensuite l'envoyer vers les serveurs de Google. Cette fois via d'autres routeurs et possiblement à travers différents réseaux de différents opérateurs. Ce message portera comme numéro de port de destination le numéro 80, qui équivaut, comme on l'a dit, au port web HTTP. Quand le serveur aura reçu la demande d'affichage de page web, il va vous renvoyer le contenu de la page par le même biais. Ce message sera donc interprété par votre navigateur et vous aurez la page de Google sur votre écran. Ok, Internet c'est cool, machin, on peut voir des vidéos de chats... Mais tu devais pas expliquer ce que c'est que le Darknet là? Ouais, j'y viens. On va commencer par définir ce terme là, Darknet. Et c'est là où ça va se compliquer. On trouve tout et n'importe quoi comme définition sur Internet. Et c'est vraiment un problème au final. Donc vas-y, dis-nous ce que t'as retenu comme définition. Un Darknet est un réseau virtuel privé, où les utilisateurs sont considérés comme étant de confiance. Bon, déjà avec cette définition, on voit bien qu'on peut pas dire LE Darknet. Vu qu'il existe une multitude de petits réseaux privés virtuels,
comme on peut citer par exemple I2P ou Freenet. Bon, ces réseaux étant virtuels, ils doivent malgré tout se baser sur une architecture physique. Et la plupart du temps, c'est Internet qui va être utilisé comme architecture physique. Comment ça reste privé alors que c'est sur Internet tout le monde y a accès, ça n'a pas de sens. Bon, il existe autant de protocoles différents qu'il y a de Darknet. Mais tous vont comporter une partie cryptographique. Pour cela, on va utiliser le principe du réseau overlay. On va se baser sur le réseau Internet et créer un deuxième réseau en surcouche. C'est-à-dire que l'on va chiffrer les messages transmis, mais pas que. On va aussi chiffrer les métadonnées servant au transport du message. Ces données servent entre autres à définir le port de destination, à définir le destinataire du message, mais permet aussi au routeur de savoir vers quelle prochaine machine envoyer ce message. Ah, ça me fait penser à la super image là sur l'iceberg, trop cool. De l'iceberg? Mais de quoi tu parles? Bah celle-là là, ça montre trop la gradualité des Darknet. Ah, cette image pourrie? Non, j'aime absolument pas cette image, mais genre pas du tout quoi. Dans cette image, les Darknets sont énormes et sont tout au fond de l'océan, ce qui est un peu un non-sens pour moi. On vient de dire justement que la majorité des Darknets se basaient sur Internet comme réseau physique. Internet, c'est donc la base de ces réseaux virtuels. Cette analogie, c'est pas du tout cohérent avec la réalité. Ouais, mais c'est joli comme truc. Bon, c'est même pas joli, c'est juste un putain d'iceberg, quoi. Bon, revenons à nos Darknets. Puisque les données, elles sont chiffrées, si quelqu'un intercepte le message, il ne saura pas ce qu'il contient. Il va pas aussi savoir d'où il vient et vers où il va. Ouais, enfin, si tout est chiffré, tu fais comment pour l'envoyer et que ça soit acheminé au bon endroit? Bon, c'est plus compliqué que juste chiffrer le message et les métadonnées. On va prendre comme exemple le réseau Tor pour un peu voir son mécanisme, comment il fonctionne. Tor est un réseau virtuel anonyme, créé en 2002 par des chercheurs financiers par l'État américain, utilisant le principe du routage en oignon. Le but était de disposer d'un réseau de communication sécurisé et anonyme. En 2004, son code a été rendu public et il est maintenant financé via des dons. On compte parmi les donateurs le gouvernement américain ainsi que celui allemand, mais aussi des associations à but non lucratif. Pour comprendre comment le protocole fonctionne, on va simuler l'envoi d'un message. Nous allons envoyer le message de paix suivant, coucou, à un autre utilisateur du réseau, Tor, qu'on appellera Toto. Le message ne va pas être envoyé directement à Toto. On va créer un circuit à travers le réseau Tor pour pouvoir l'envoyer. On va donc passer ce message coucou via deux autres utilisateurs, qu'on appellera Jeanne et Serge. Notre message va donc passer de notre machine à celle de Jeanne, puis à celle de Serge, et enfin celle de Toto. Ouais, tu brouilles les pistes là, mais on peut encore te retrouver, gars, hein. Je suis sûr. C'est pour ça qu'on va chiffrer le tout, mais pas n'importe comment. Avant d'envoyer le message, on est les seuls à connaître le chemin qui va être emprunté. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir de la fin, donc de Toto. Chaque nœud du réseau Tor dispose d'un couple de clés publiques et de clés privées. Et c'est avec ça que l'on va chiffrer. Attends une seconde là, Narvalo, t'es en train de parler de chiffrement asymétrique là. Tu devais pas faire une vidéo sur ça avant? Ah, pas maintenant, je sais, j'ai dit que je le ferais, mais c'est comme pour l'épisode des bitcoins. On va chiffrer avec la clé publique et on va déchiffrer avec la clé privée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chiffrer le message coucou avec la clé publique de Toto. Mais pas que. On va ensuite encapsuler ce message chiffré dans un autre message. Et ce message, il va dire en gros, voici un message chiffré qui est envoyé depuis Serge à Toto. Bon, ensuite, on va faire pareil, mais pour Serge. On chiffre tout ce message avec la clé publique de Serge, puis on va faire un autre message qui dira message chiffré envoyé par Jeanne à Serge. Ensuite, on refait encore un coup avec Jeanne, du coup, qui aura un message chiffré à la fin qui dira message chiffré envoyé par nous à destination de Jeanne. Ouais, ok, mais ça donne quoi dans la vraie vie là ton truc? Bon, on va le faire ensemble. On envoie notre message chiffré à Jeanne, elle le déchiffre avec sa clé privée, trouve un message chiffré à l'intérieur qui doit être envoyé à Serge, et donc du coup elle l'envoie. Serge, lui, va le recevoir ce message, le déchiffrer avec sa clé privée, il découvre ensuite un nouveau message chiffré qui doit être envoyé à Toto, et donc du coup il lui envoie. Toto reçoit ce message, il déchire avec sa clé privée, et reçoit donc le message de paix, coucou. Ah ouais, et ça c'est secure. Ah, sur le principe, ouais, c'est secure. Si un attaquant intercepte le paquet entre nous et Jeanne,
Il va juste voir qu'on envoie un paquet chiffré à Jeanne. S'il intercepte entre Serge et Toto, il va juste voir que quelqu'un a envoyé un message chiffré à Toto, mais il ne saura pas qui. Tout ça, du coup, ça permet d'assurer un plutôt bon anonymat. En fait, il faudrait maîtriser une grande partie des nœuds du réseau Tor pour pouvoir retracer le chemin et savoir qui envoie à qui. Et même encore ça, on ne saurait pas quel est le contenu du message. En 2014, le gouvernement anglais a affirmé avoir pu arrêter un réseau pédophile en attaquant le réseau Tor. Ils n'ont pas voulu révéler quelle était leur technique, mais je reste quand même plutôt dubitatif je pense, sur le fait qu'ils aient attaqué une faille du protocole. A mon avis, c'est plutôt une erreur de la part des pédophiles qui a été commise. Bon, attention, avec cette méthode, l'anonymat ne se fait qu'au niveau réseau. Bon, il existe plusieurs méthodes pour désanonymiser quelqu'un sans attaquer le protocole en lui-même. Donc on verra ça dans la deuxième partie consacrée au Darknet. On parlera du coup des bonnes pratiques d'anonymat sur Internet. Enfin, même si j'ai parlé de Tor dans un épisode consacré au Darknet, j'ai quand même du mal à le considérer en tant que tel. Tor, c'est pas seulement un réseau privé virtuel, c'est surtout un protocole d'anonymisation. On peut très bien visiter des pages de l'internet normal, donc on dit aussi le ClearNet, via Tor. Mais ça, du coup, j'en parlerai dans le prochain épisode aussi, sur la partie 2. En résumé, Internet, ce n'est pas juste que Facebook, Twitter, des vidéos de chat, etc. C'est un réseau de réseaux qui est complexe et résilient. Les Darknets, ça permet d'accéder à un réseau de surcouche privée et généralement anonyme via du chiffrement. Enfin, dire le Darknet est un non-sens, vu qu'il existe une multitude. Ça serait comme dire à chaque fois qu'on dit la France, on parle de Paris. Ok, c'est la ville la plus grande en termes d'importance, mais faut pas oublier les 80% restants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez trouvé ça bien, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. Normalement par là vous pouvez vous abonner à la chaîne, il y a Twitter, il y a Facebook. La prochaine épisode, ça sera pas les Darknet, ça sera dans un mois. Je vais faire un épisode plus court pour le prochain épisode. Je pense que je vais faire un truc sur la blockchain, pour l'instant je verrai bien. En tout cas, portez-vous bien et bisous.